Donc, nous allons aujourd'hui parler, c'est notre premier cours sur l'énergie, le premier cours proprement dit, et la question c'est de savoir pourquoi les architectes devraient s'intéresser à l'énergie. Je voudrais d'abord replacer ce cours par rapport à ce que nous nous sommes dit la semaine dernière, qui était une sorte de préambule qui se terminait par ce tableau-ci. Qui était l'objectif, c'était de montrer la corrélation qu'il pouvait y avoir entre les enjeux d'une certaine époque et les théories ou les théoriciens d'architecture qui réfléchissaient pour faire face à ces enjeux. On avait donc énuméré quelques périodes historiques et quelques théoriciens. Je rappelle les principaux. On avait parlé de Vitruve et dit que les enjeux de son siècle, le siècle d'Auguste, étaient la question des infrastructures impériales et la question de l'affirmation du pouvoir, de la légitimation du pouvoir. Et Vitruve, j'allais dire, non pas opposait, mais proposait une vision d'ensemble d'architecte pour faire face à ces deux enjeux qu'on résume habituellement par l'adage pérennité, utilité, beauté. Et puis, un siècle et demi, un millénaire et demi après, nous avons parlé d'Alberti, qui au moment de la Renaissance s'est trouvé face à des enjeux qu'on pourrait qualifier d'universalisme, d'humanisme et d'anthropomorphisme. C'est-à-dire, en fait, l'homme se retrouvait au centre d'une question qu'il posait lui-même. Et face à cette nouvelle position, Alberti a inventé ou co-inventé la perspective, qui est donc un point de vue spécifique, qui est centré sur l'observateur, et a théorisé dans son traité un peu comme Vitruve, par un adage qu'on traduit habituellement par nécessité, commodité et plaisir esthétique. Voilà. Nous avons aussi parlé de l'âge classique, en faisant un bond de quelques siècles, où là, dans les enjeux du siècle français, du grand siècle, les enjeux concernaient l'élaboration de l'espace public, la notion d'espace public, la rationalité et l'affiliation avec notamment l'âge antique. Et donc, face à ça, un certain nombre de théoriciens, je ne refais pas le cours, ont théorisé ces nouveaux enjeux par l'idée d'ordonnancement, d'urbanité et d'émancipation, question qui commençait à se poser. Les modernes, eux, donc à partir du XIXe siècle, ont fait face à des questions liées à l'hygiène, à la citoyenneté, à la gestion des masses, et y ont proposé une approche multiculturaliste des outils cybernétiques et la question de la globalisation, la compréhension de la question de la globalisation. Pourquoi je fais ce petit rappel? Puisque maintenant, nous allons se mettre dans la situation d'un architecte qui est au cœur de l'Anthropocène, même si cette définition-là n'est pas validée scientifiquement, notamment par les géologues. Il y a un certain nombre d'écologues qui n'hésitent pas à affirmer ce concept d'Anthropocène, c'est-à-dire où l'homme est dans une période dans laquelle il a le pouvoir de modifier son environnement, et peut-être de manière irréversible. Et donc, notre architecte, c'est-à-dire nous-mêmes, nous nous trouvons face à des enjeux de climat, de ressources, de santé, de biodiversité et d'intelligence artificielle, enfin de numérisation du monde en quelque sorte. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui pour les détailler un à un et pour voir comment on pourrait tenter déjà de se situer. Et la question, c'est effectivement, c'est cette situation-là. Alors là, j'ai laissé un point d'interrogation. J'ai dit que dans mes livres, j'avais complété cette petite case, mais de mon propre chef. Et il y a quand même un outil que je peux vous donner aujourd'hui, vous indiquer aujourd'hui, qui me semble, pour un architecte, être de nature à relever ces enjeux. C'est l'outil de la bioclimatique. Donc c'est une des premières occurrences que j'ai proposées. La bioclimatique. Et pourquoi je vous parle de ça? J'aurais pu en faire l'abstraction. C'est que la question qui nous occupe lors de ce cours, la question de l'énergie, est, j'allais dire, une sous-partie de la bioclimatique, en quelque sorte. Ça permet d'emblée de dire la question énergétique pour un architecte, ce n'est pas uniquement des questions de chaudière et d'isolation. C'est une question plus large, c'est une question d'abord, nous allons la traiter en tant que telle, mais c'est aussi
un outil, une réponse. L'énergie, c'est quelque chose sur lequel les architectes peuvent s'appuyer pour justement élaborer cette architecture bioclimatique dont nous parlons, qui serait au conditionnel une réponse aux enjeux que je viens de citer. Donc nous allons parler de ces enjeux et après de cet outil, la nécessité de cet outil énergétique. Est-ce un outil, une grandeur ou autre chose? C'est ce que nous allons voir pour tenter de répondre à la question pourquoi s'intéresser à l'énergie. Alors vous-même, par votre présence, vous avez déjà peut-être une réponse, ou en tout cas l'intuition, et c'est ce que nous allons préciser aujourd'hui. Alors, pour constater d'abord que l'énergie, c'est une notion qui n'est pas très facile à aborder par un architecte, et j'allais dire par toute personne. Pourquoi? Pour des raisons assez triviales. La première, c'est qu'elle ne se voit pas. Contrairement à l'espace qui, lui, on peut en donner une restitution, et d'ailleurs depuis la perspective jusqu'aux outils que vous utilisez aujourd'hui en 3D, c'est une codification de la représentation de l'espace, mais c'est quand même quelque chose avec lequel vous pouvez jouer. L'énergie, aujourd'hui, non. Et l'idée peut-être de ce cours, c'est d'arriver à se figurer l'énergie, se figurer comme un architecte, presque la représenter en quelque sorte, la représenter d'abord, de comprendre ce qu'elle est, ensuite lui donner une valeur, c'est-à-dire une quantification, et puis aussi presque de tenter de la représenter, autrement que par des graphes qui sont utilisés par des mathématiciens pour mettre deux grandeurs en relation directement. Mais pour nous, en tant qu'architectes, je pense que c'est insuffisant comme type de représentation. Je pense que nous avons à inventer nos propres représentations de l'énergie. Premier constat, l'énergie est difficile à représenter pour un architecte. C'est une dimension abstraite, un peu hors sol en quelque sorte. Or, nous allons constater que non seulement elle n'est pas hors sol, mais elle est très ancrée justement dans les réalités terrestres et physiques de notre planète. La deuxième raison pour laquelle les architectes ont du mal à s'en emparer, c'est qu'il s'agit souvent d'optimisation. Or, l'optimisation, c'est une démarche qui est essentiellement liée à une activité économique. On ne dirait pas qu'un peintre optimise son tableau, ou en tout cas, si on le prétendait, peut-être que nous ne serions pas dans le concept de peinture auquel nous avons l'habitude d'avoir affaire, comme un art qui n'est pas affaire d'optimisation, mais qui est affaire personnelle du peintre, de savoir quand est-ce qu'il estime que son œuvre est achevée. Autre raison, et là je passe un peu dans le désordre, une notion que vous connaissez, c'est l'effet rebond. L'effet rebond, c'est simplement, alors j'en avais donné une petite définition, c'est l'optimisation, en fait c'est le constat du fait que cette optimisation dont je parlais conduit au développement d'une consommation non prévue dans le modèle initial. En gros, vous optimisez votre maison en termes d'énergie, et au fur et à mesure, toutes les économies que vous avez pu faire par rapport à une situation économique antérieure, vous la brûlez, si je puis dire, par des consommations autres. Le bon exemple, c'est ce qu'on appelle les IoT, c'est-à-dire les objets connectés par Internet, qui font que cette consommation n'est jamais nulle, en quelque sorte. Et donc c'est un jeu un peu, comment dirais-je, sans fin. Par exemple, cette montre-là a un système énergétique mécanique, c'est-à-dire il faut que j'imprime un effort mécanique pour que la montre puisse fonctionner, alors que les montres électroniques avec lesquelles on court, par exemple, ou connectées à Internet, requièrent une énergie qui est non mécanique, donc qui vient de l'extérieur, et donc qui a une certaine consommation. On pourra dire que la consommation mécanique de cette montre, elle existe quand même, puisque moi, il faut bien que je me nourrisse pour pouvoir imprimer ce mouvement mécanique, mais on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Autre constat, pour montrer que la question n'est pas forcément facile pour les architectes de s'en emparer, c'est est-ce que la somme de métropoles censément écologiques est le résultat d'un certain nombre de bâtiments, de la somme de bâtiments écologiques, et est-ce que ces métropoles sont de nature à résoudre les questions écologiques, notamment les enjeux qui sont derrière nous.
Et là, au cours de ce cours, on répondra progressivement à cette question, on argumentera plutôt par rapport à cette question, en disant tantôt oui, tantôt non. Mais là aussi, parfois, l'architecte est un peu désespéré de voir que tous les efforts qu'il peut faire sur son simple bâtiment, finalement, se révèlent parfois assez dérisoires, notamment par rapport à la question du climat. Autre fait aussi qui est de nature un peu à décourager l'architecte de s'emparer de cette question, c'est qu'on va s'apercevoir que, d'un point de vue technique, chaque filière énergétique révèle sa propre infrastructure et qui est non seulement parfois complexe à comprendre, par exemple la question de l'énergie nucléaire, mais aussi sa propre infrastructure est quelque chose qui est quand même qui était lourd à porter pour un architecte. On le voit par exemple en ce moment avec l'élévation du coût de l'énergie, notamment du gaz, de l'électricité. On voit bien que par exemple la filière énergétique du gaz ne se change pas du jour au lendemain, et donc on est très tributaire de choix lourds qui échappent complètement au choix que pourrait faire un architecte. Donc retenez que chaque énergie génère sa propre infrastructure technique, et qu'il faut un peu la connaître, et nous allons en parler lors du prochain cours, le décrire dans les grandes lignes pour avoir un aperçu, au moins un aperçu, un survol de ces questions de technologie. Donc je dirais que pour un architecte, chaque énergie est singulière dans son application. Alors nous allons donc parler, comme pour les autres théoriciens dont nous allons parler, nous allons partir des enjeux que nous croyons avoir identifiés, enjeux de notre époque. Je voudrais dire qu'il y a des enjeux dont je ne parlerai pas parce qu'ils ne sont pas forcément directement corrélés aux réponses que peuvent apporter les architectes. Je voudrais parler par exemple de la bioéthique, qui est un enjeu important, de la démographie, même si indirectement on est un peu concerné par l'élévation de la densité de la population humaine, mais c'est quand même quelque chose qui est quand même un peu loin de l'architecte. Je ne parlerai pas des inégalités sociales ou des relations internationales, par exemple, même si l'actualité les met au premier plan. Mais je parlerai d'enjeux, et je voudrais montrer que ces enjeux peuvent être en tout cas questionnés et peut-être relevés si on acte que la somme de bâtiments écologiques pourrait faire des métropoles écologiques et que la somme de métropoles écologiques pourrait être une réponse notamment à la question du climat. Donc j'aurais parlé donc du dérèglement climatique, ou on va l'appeler plutôt du changement climatique, pour ne pas rentrer dans la polémique, de l'accès et de l'emploi des ressources naturelles, de la santé, de la biodiversité et de la question de la numérisation du monde. Alors, rapidement, hein, mais juste pour se refaire un petit survol de ces questions-là. Alors, la question du changement climatique. J'allais dire que finalement, point n'est besoin de croire Greta Thunberg pour qu'en tant qu'architecte, on s'intéresse à cette question du climat. Parmi les plus grands architectes du XXe siècle qui n'ont pas été interpellés urgemment par cette question, souvenons-nous de Frank Lloyd Wright, dont l'architecture est clairement est en lien clairement avec la question de la biosphère, avec la question d'environnement, non pas d'écologie, mais d'environnement, par toutes ces maisons, par l'emploi des matériaux qu'il fait, par l'utilisation de la lumière, par tout un tas de dispositions. Et on pourrait aborder cette question, enfin cette histoire de l'architecture, des grands maîtres, par exemple, du XXe siècle, par le biais de la question énergétique. Mies, Le Corbusier, Louis Kahn aussi, sont tous des gens des architectes qui finalement ont été indirectement interrogés par la question de l'énergie. On pourrait développer sur ce sujet-là. Je pense qu'il est inutile de comprendre la corrélation qu'il peut y avoir entre le climat et le niveau de gaz carbonique dans l'atmosphère. Je pense qu'on en a suffisamment entendu parler. Dans la mesure où un bâtiment continuerait à rejeter du gaz carbonique et que la moitié de l'humanité vit en ville, on voit bien que la corrélation qu'il y a d'une part entre le bâtiment et l'émission de gaz carbonique, l'émission de gaz carbonique et le climat. Donc le rapport est quasi direct. D'ailleurs, c'est celui qu'on fait d'emblée
quand on parle d'énergie pour un architecte et quand on le corrèle aux questions écologiques. Accès aux ressources naturelles aussi bien sûr, mais changement climatique de manière très, très directe et très nette, je pense que vous le savez, et peut-être est-ce une des raisons pour lesquelles vous êtes inscrit à ce cours. Donc changement climatique et énergie sont clairement des questions qui sont corrélées quand on veut concevoir un bâtiment. Deuxième enjeu, l'accès et l'emploi aux ressources naturelles. Là aussi, j'ai commencé par le plus facile. Le simple constat que depuis la fin du second conflit mondial, nous avons une augmentation d'utilisation des ressources naturelles, une augmentation exponentielle. Je n'ai pas de courbe à vous montrer, mais enfin, vous savez très bien pour vous que depuis le début de ce que l'Anthropocène est validé comme début, on a une élévation relativement linéaire, et puis après le second conflit, on a une élévation extrêmement forte des ressources naturelles. Et pas uniquement due à l'augmentation de la démographie, mais due à des choix, comment dirais-je, qui sont conscients d'utilisation de ressources directement extraites du milieu naturel, et des choix qui sont faits par des architectes aussi. On ne peut pas tout mettre sur le dos des filières pour dire que on ne peut pas construire autrement qu'en béton et de manière un peu, comment dirais-je, avec des réflexes pas forcément de gaspillage, mais du peu d'intérêt qu'on porte à ces questions de tarissement de ressources naturelles. La consommation énergétique, on est passé dans cette période-là, donc l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, à peu près de 2 milliards à 10 milliards de quoi je ne sais plus. 2 milliards de tonnes équivalent pétrole. Donc de 2 milliards à 10 milliards, donc un rapport de 1 à 5. Et on va trouver les mêmes coefficients entre grosso modo 4 à 7 pour les autres ressources. Les ressources minières, les matériaux de construction, l'emploi de l'eau douce dans la filière de construction, on passe dans les mêmes proportions. Donc un coefficient qui est sans rapport avec le volume de construction bâti, qui lui ne passe pas dans un rapport aussi important que ça. Donc il y a des réflexes de conception qui fait que l'architecte ne se pose plus la question d'accès aux ressources naturelles. Or, d'un point de vue historique, on sait bien que cette question d'accès, cette question de matériaux a toujours été une question qui était centrale dans la conception et la réalisation des bâtiments. De nombreuses périodes ont montré qu'on privilégiait le réemploi de matériaux pour des raisons économiques, non pas écologiques, mais ce réflexe-là a été progressivement abandonné. Fort heureusement, on se repose la question aujourd'hui. Une notion intéressante aussi à comprendre s'agissant d'énergie et d'accès aux ressources naturelles, c'est ce que j'appellerais l'énergie grise de l'énergie. C'est-à-dire, quelle énergie faut-il pour y avoir accès à l'énergie? Je vais donner un exemple simple. On peut dire qu'au milieu du 19e siècle, pour avoir accès au pétrole, je dirais une pelle dans un gisement bien placé suffisait à faire jaillir le pétrole, et presque raffiné. Aujourd'hui, on en est à fracturer la roche, à faire des forages de plusieurs milliers de mètres de profondeur, coudés, voilà. Et donc tout ça requiert énormément d'énergie, non seulement d'énergie mécanique, mais aussi l'énergie nécessaire à fabriquer le matériel de forage. Je ne parle là que du pétrole. Et donc là aussi, on a un rapport, et là qui est encore plus important, environ de 1 à 10, entre le coût énergétique d'une tonne équivalent pétrole, il y a 100 ans ou 150 ans, et le coût énergétique aujourd'hui pour avoir accès à cette même tonne équivalent pétrole, voilà, pour être utilisée. Cette énergie grise, si je puis dire, s'appelle, alors en anglais c'est ARO, c'est-à-dire le taux de retour énergétique. Donc en anglais c'est E-R-O-I-E.
Cette énergétique, je sais plus, je ne l'ai pas noté. Roi, ça se pense comme ça. Et alors, c'est une chose quand vous vous intéressez à l'énergie que vous retrouvez beaucoup, parce que c'est la corrélation directe entre l'énergie et l'économie de l'énergie. C'est-à-dire le coût qu'il faut pour pouvoir produire une énergie à disposition. J'ajoute immédiatement une petite aparté sur laquelle on reviendra d'un point de vue scientifique. On ne produit pas l'énergie, on la transforme. Donc en fait, c'est le coût qu'il faut pour transformer une énergie qui est facilement à disposition. Donc retenez ça, scientifiquement parlant, hein, on ne produit pas d'énergie, on la transforme. Voilà, on a un stock d'énergie et on ne fait que transformer cette énergie d'un type d'énergie à une autre. Par exemple, énergie électrique à énergie mécanique ou énergie thermique à énergie électrique. Voilà, je rentrerai dans le détail de tout ça. Troisième enjeu important, enfin qui nous semble être à corréler avec la question de l'énergie, c'est la question de la santé. Et notamment dans les pays dits en voie de développement. L'appellation change de décennie en décennie pour soit être au plus près de la réalité, soit pour ne choquer personne. Disons, on va rester avec cette dénomination-là. Et là, je voudrais faire référence à un livre que je trouve tout à fait intéressant, dont je vous recommande la lecture, qui est un livre qui s'appelle « Le choc des utopies » de Naomi Klein. Le choc des utopies, Naomi Klein, comme ça se prononce, Naomi et plus loin Klein, qui était une étudiante de Noam Chomsky, donc on va les appeler comme ça, les activistes américains. Et elle a écrit des livres passionnants, dont un qui est Le choc des utopies, qui va nous intéresser. C'est l'histoire suivante, c'est l'histoire de Porto Rico après l'ouragan Maria de 2017. Alors Porto Rico, une petite île qui est au sud des États-Unis, et qui s'est développé sur un modèle relativement standard d'énergie, enfin de transformation d'énergie centralisée, et puis après dispatché avec un circuit de distribution, donc pratiquement le modèle majoritaire. Et ce système-là s'est retrouvé en stress après l'ouragan. Et j'allais dire, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que c'est à l'échelle d'une île, ça permet de maîtriser la question. Ça permet, elle l'utilise comme une métaphore du monde dans lequel on est, c'est-à-dire comme si notre planète était aujourd'hui une île en situation de stress. Stress écologique, stress politique, on le voit, économique. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ce modèle de distribution, enfin de transformation centralisée électrique et de distribution? Qu'est-ce qui se passe après l'ouragan, après une période de stress? Alors, elle relate l'histoire d'un bâtiment qui se trouvait au milieu d'une agglomération à Porto Rico, un bâtiment qui était quasiment le seul à avoir des panneaux solaires. Et donc, après l'ouragan, tout le système de distribution d'énergie était par terre, et seul ce bâtiment, avec ses panneaux solaires, permettait un peu d'électricité. Et donc, elle raconte l'histoire de ce bâtiment, comment ce bâtiment est devenu un point de ralliement, un point de débat aussi, un point de secours d'abord, et voilà, a acquis finalement son vrai caractère d'espace public. Et quand je dis vrai caractère d'espace public, je fais référence à des choses dont nous avons déjà parlé. Caractère, c'est ce qui était la grandeur cardinale de l'architecture à l'âge classique. Donc l'onglet caractère les encyclopédistes, chez les encyclopédistes, était un onglet extrêmement important. Caractère d'espace public, comme je l'ai dit dans la... ça s'est effacé, mais enfin je pense que vous vous en souvenez. Dans l'époque moderne, caractère public, c'est qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui a valeur de bien commun. Et voilà. Et donc cette crise énergétique a révélé deux paramètres essentiels de ce qui nous intéresse, nous, c'est l'architecture, c'est-à-dire son caractère et sa notion de bien public. Donc c'est un livre qui est finalement très intéressant pour les architectes, parce que ça interroge tout simplement ce qu'est l'architecture, notamment aujourd'hui. C'est un livre aussi qui est intéressant pour, comme je l'ai dit, les questions de résilience. C'est un livre qui est intéressant en termes d'intensité énergétique, c'est-à-dire l'efficacité énergétique d'un territoire, notamment en cas de catastrophe. Et puis,
Pour d'autres, c'est un livre qui est très intéressant parce qu'il interroge la forme de la société dans laquelle nous sommes et finalement corrèle l'architecture à une question sociétale, c'est-à-dire à quel type de société avons-nous affaire. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, c'est une activiste américaine, engagée politiquement. Elle dénonce la tentative de mainmise, notamment des États-Unis, sur cette île après l'ouragan, pour en faire une sorte d'îlot uniquement à des fins de tourisme, soit de masse, soit élitiste, et évacuer toute autre vocation de l'île. Vous savez bien que c'est un débat qui se pose depuis maintenant longtemps, Cuba en étant l'exemple historiquement le plus marquant. Donc on se fera l'opinion qu'on veut par rapport à ce livre, mais il nous intéresse d'un point de vue énergétique. Quatrième enjeu, la biodiversité. Là, les enjeux dont je vous parle là sont de moins en moins directs, mais tout aussi présents, il me semble. C'est-à-dire, y a-t-il un lien entre l'enjeu lié à la biodiversité, on parle de 6e extinction de masse, et nos choix énergétiques? Bon, alors il y a des choses qui viennent évidemment tout de suite en tête. On pense aux grands pales des éoliennes, on pense à la corrélation qu'il y a avec le climat, donc avec ce dérèglement. Alors là, pour le coup, on peut parler de dérèglement des biotopes par rapport à une température moyenne sur lequel est assis un biotope, c'est-à-dire un lieu de vie pour des animaux. Il y a des exemples très connus comme ça de décorrélation entre les espèces qui étaient auparavant en lien entre elles, parce que des espèces migrent pour faire face à ce changement de moyenne de température. Et donc, au travers de la température, la question de l'énergie est posée dans la mesure où les choix énergétiques qu'on peut faire ont des conséquences sur les biotopes. Et là, ça va nous intéresser parce qu'on sera moins dans le manichéisme énergie non renouvelable bien et énergie renouvelable, pas bien et énergie renouvelable bien, comme ça l'était par exemple pour le climat. Pourquoi ? Imaginez les changements de biotope d'un territoire où est construit un barrage hydraulique, par exemple. J'ai parlé des pales aussi, des éoliennes. Donc finalement, ça va nous interdire quelque chose qu'on retrouve fréquemment dans le domaine de l'écologie, quand on s'intéresse à l'écologie, c'est le côté bien-mal, le côté très manichéen, le côté vice-vertu, qui permet à certaines personnes soit de s'en acheter une, soit de peu réfléchir sur ces questions-là. C'est-à-dire que globalement, le pétrole, c'est pas bien, les éoliennes, c'est bien, et une fois qu'on a dit ça, c'est plié. Je pense que pour nous, non pas qu'il faille faire un choix différent, inverse, mais on est interrogé par ce croisement d'enjeux qui parfois rendent contradictoires certains choix. Voilà. Et puis, dernier enjeu que j'ai un petit peu évoqué, la question que j'appelle la numérisation du monde, ou l'émergence du numérique et de l'intelligence artificielle. Alors, j'ai déjà parlé de la question des IoT, qui est évidemment très interrogée par les architectes, dans la mesure où, en termes de domotique, les choix qu'un architecte peut faire sont sont tout de suite corrélés à des élévations de consommation énergétique, même si par ailleurs il peut en faire des économies. Donc aujourd'hui les IoT, c'est-à-dire tous les objets connectés à Internet, disons pour nous les objets ménagers, correspondent et de communication, donc téléphone et autres. Pour le moment, on parle d'une consommation de 7% de la consommation énergétique mondiale, mais en 2030, on parle de 15%. Alors là aussi, je pense qu'il ne faut pas être manichéen. Il y a des objets qui vont permettre justement d'optimiser cette consommation, et il y a des objets qui vont clairement participer de l'effet rebond, c'est-à-dire finalement, ce que j'économise, je peux le dépenser ailleurs. Et cette notion de numérisation va nous renvoyer à ce qu'on appelle les villes connectées, ou villes dites intelligentes, ou smart city, enfin ce dont vous entendez parler, globalement, qui relève d'un modèle high-tech. Et
assez rapidement, notamment pour, si on réfléchit, on se repenche sur l'enjeu lié à la santé, on peut opposer à ce modèle high-tech un modèle low-tech qui, lui, ne s'appuierait pas sur une optimisation technologique, mais sur un autre type d'organisation de société, dont j'ai parlé tout à l'heure à propos du livre de Naomi Klein. Là aussi, nous allons beaucoup en parler. Pourquoi ? Parce que, eh bien, clairement, vous pouvez être confronté à la situation suivante dans 2 ans, quand vous serez architecte, 1 an ou 2. Vous avez un client qui vous demande, qui est sensible à l'écologie, qui vous dit ben voilà, j'aimerais que vous construisiez une maison écologique, et eh bien, vous allez comment dirais-je, devoir faire des choix qui, de manière un peu manichéenne, mais au départ, on est un peu dans cette situation-là, soit relève de la high-tech, c'est-à-dire de l'optimisation technologique avec de la domotique, avec des choix d'optimisation de matériaux. C'est une approche écologique tout à fait recevable. Ou alors, au contraire, d'aller chercher des économies du lien humain, des techniques extrêmement éprouvées par les âges, donc retrouver des matériaux qui n'étaient plus utilisés, mais qui nécessiteraient moins d'énergie pour être transformés et mis en œuvre. Donc, face à cette débauche d'énergie, quel modèle vers quel modèle tendre, celui de l'optimisation ou celui d'une réinterrogation profonde sur ce que sont nos sociétés, comment elles sont organisées. Par exemple, les règles de voisinage, par exemple, les règles d'échange, les systèmes de gouvernance, les institutions aussi. Voilà, une copropriété, c'est une institution. Voilà. Alors, l'autre aspect dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est l'énergie face aux autres flux qui alimentent un bâtiment ou une ville. Est-ce que l'énergie, c'est un flux comme un autre ? Est-ce qu'il n'a pas un statut particulier si on veut avoir une perspective écologique ? Et finalement, comment se situer en comparaison des autres flux ? Puisque vous savez qu'une ville, c'est quand même un réseau de flux. Vous avez la mobilité, donc les flux de biens et de personnes. Vous avez les réseaux d'eau, alimentation et assainissement. Vous avez aussi des flux de communication. Vous avez des flux aussi liés à la biodiversité, des corridors écologiques. Bon, voilà, la ville est traversée de flux. Et donc la ville s'organise comme finalement des canaux dans lesquels passent ces flux-là. À partir du moment où tous ces flux circulent, nous allons nous interroger sur les différences de potentiel qu'il y a au départ et à l'arrivée de ces flux. Pourquoi ? Parce qu'on va s'apercevoir que ces différences de potentiel, c'est-à-dire d'état d'un bout à l'autre de la chaîne, il n'est pas impossible qu'ils nous servent d'un point de vue énergétique. Nous allons le développer. Et c'est là où nous allons nous intéresser à une discipline qui s'appelle l'écologie urbaine, qui est de voir la ville, non pas comme un organisme vivant auto-engendré, mais comme un dispositif qui est tout sauf inerte, qui est vivant d'abord parce qu'il est occupé par des êtres vivants, mais qui est aussi en dynamique, comme je l'ai expliqué par exemple pour l'île de Porto Rico. Et finalement, cette analogie de dynamisme va nous aider pour, aller chercher tous les gisements énergétiques dont on pourrait se servir pour affronter ces questions d'écologie. Je pense que les gens qui ont suivi le cours, parce que je vois Élise et notre amie à côté, je pense que les gens qui ont suivi la filière CMAU comprennent relativement facilement mon vocabulaire, parce que c'est un vocabulaire qu'on a beaucoup utilisé, justement de réseau, de flux. Voilà, c'est peut-être plus facile que pour d'autres. Alors, finalement, dans cette tentative de figuration écologique et liée à l'énergie, il y a 2 dimensions qui vont nous intéresser, c'est la matière et l'état de la matière. Ces deux dimensions-là, la matière et l'état de la matière. Alors, une fois que nous avons dit ces préambules, il devient plus facile de s'intéresser à ces différents flux, en commençant par exemple par l'eau.
Vous savez évidemment, un des besoins primordiaux humains est lié à l'eau pour différentes fonctionnalités. D'abord pour se désaltérer, mais pour d'autres fonctionnalités, pour se laver. C'est un liant idéal pour faire un certain nombre d'opérations. Par exemple, le béton, c'est une filière dite humide qui utilise de l'eau. C'est utile pour assainir. C'est utile contre la lutte contre l'incendie. Pardon, pour la lutte contre l'incendie, excusez-moi. Bref, c'est utile un peu partout et pour un grand nombre d'usages. Cette eau-là va nous intéresser dans la mesure où elle a une particularité par rapport notamment à l'énergie et aux autres flux, c'est qu'elle va se dégrader au fur et à mesure et elle est acheminée ou évacuée de manière différente. En règle générale, elle est acheminée par gravité ou pression et elle est évacuée par la gravité uniquement. Je m'explique. Si j'ouvre le robinet là, derrière le robinet, il y a une pression, en général de 1 à 3 bars, qui fait que cette eau peut cheminer, quelle que soit la direction dans l'espace, et c'est là où ça va nous aider dans la figuration de nos figures donc, écologiques. Et puis, elle est évacuée, en règle générale, par simple gravitation. C'est-à-dire qu'on va lui demander de descendre et de descendre en permanence. Les fameuses règles de Gouttière, de faible pente de Gouttière, les fameuses descentes d'eau. Voilà. Donc c'est un peu différent parce que la pression permet d'optimiser le diamètre des tuyaux à certaines conditions, notamment que ça ne fuit pas sous la pression, alors que la gravité, on va au contraire donner des tuyaux qui vont de plus en plus, avec des diamètres de plus en plus grands, évidemment, puisqu'on est dans de la collecte avec un réseau qui se resserre. Vous avez en général les diamètres des descentes d'eau d'un bâtiment comme celui-là, c'est de 100 mm en règle générale, et on arrive dans des buses qui vont arriver donc à Achères pour l'Île-de-France pour être traitées, avec des buses qui font plusieurs mètres de diamètre, les fameux égouts par exemple de Paris. Et puis ces eaux-là vont être traitées, parfois stockées, parfois directement réinjectées dans le réseau avec un système par pression qui fonctionne de manière complètement différente. C'est important de le comprendre dans la figuration qu'on peut en avoir. Tel n'est pas le cas de l'énergie qui, elle, effectivement, se transmet, si on parle de l'énergie électrique, de manière, j'allais dire, un peu isotrope, en quelque sorte. Alors, ce n'est pas le cas pour le pétrole, mais c'est là où c'est l'exemple même, quand je vous disais que chaque filière énergétique a ses propres règles technologiques et, j'allais dire, dimensionnelles. Ensuite, vous avez des réseaux de marchandises, voilà, pour achalandiser la ville, si je puis dire. Le premier qui me vient bêtement en tête, c'est les livraisons. Quand vous faites livrer un plat, eh bien, ce plat chemine d'un endroit où il a été transformé et utilise le réseau public de transport, puis après privé, pour vous être livré. Vous avez aussi des grands centres comme Rungis, des grands centres de tri, de distribution, de gros à demi-gros et puis de détail. Ça, c'est pour les marchandises que nous allons consommer. Et comme pour l'eau, ces marchandises repartent de manière dégradée avec des déchets de tous ordres, des déchets organiques, des déchets d'emballage, voilà, tous ces déchets que vous connaissez. Je me suis amusé moi-même à faire la liste du tri des déchets que je fais dans ma maison en Île-de-France, et j'avais 24 filières différentes de déchets. Je les ai pas toutes en tête, mais si on fait un petit bilan entre nous, c'est pas difficile. Vous avez la poubelle des déchets organiques, mais vous avez aussi le compost, une manière de traiter les déchets organiques. Vous avez les animaux aussi, qui peuvent traiter aussi, si je puis dire, de manière indirecte, les déchets organiques. Je concasse du pain pour les oiseaux. Si j'avais un chien ou un chat, il pourrait manger les restes du poulet ou ce genre de choses. Vous avez la poubelle des emballages. Vous avez la poubelle du verre. Et dans le verre, vous avez deux filières. Vous avez soit la consigne, soit le verre cassé, soit le verre recyclé. Vous avez toutes les filières des produits industriels, dangereux ou pas, c'est-à-dire les ampoules, les piles,
Voilà. Vous avez les filières des métaux, vous avez les filières des encombrants, vous avez des filières de caritatifs, par exemple si vous voulez donner des livres, type boîte à livres ou autre. Vous avez tous les stocks que vous pouvez faire chez vous pour réutiliser c'est ce qui est des déchets, par exemple les boutons de chemise, les papiers cadeaux, les papiers de soie. Voilà. Donc je ne vais pas faire la liste, il en manque encore beaucoup, mais cette marchandise, elle véhicule dans la ville, et elle véhicule selon des réseaux qui ont une forme très différente selon ces filières-là. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui va, j'allais dire dans sa forme, cousiner avec la question de l'énergie selon qu'on utilise tel ou tel type d'énergie. Vous avez après le réseau lié aux mobilités des personnes. Là, je ne vais pas faire un cours parce que ça, on pourrait en faire je ne sais pas combien, mais vous savez qu'il y a donc transport privé, transport public, vous savez qu'il y a des réseaux, des mobilités qui nécessitent des très grosses infrastructures et d'autres des infrastructures très légères. Très grosses infrastructures, par exemple le ferroviaire, mais aussi le routier. Hein. Et ça, c'est une vraie question liée à l'énergie. Et puis, vous avez des réseaux qui nécessitent un peu moins d'infrastructures. Par exemple, la mobilité mécanique humaine ou animale, enfin, je dirais, se superpose le plus souvent ou copartage les infrastructures liées au transport motorisé. Voilà, mais gardons ça en tête. Vous avez, alors ça va nous intéresser par l'aspect suivant, c'est-à-dire une espèce de similitude, les réseaux d'information, c'est-à-dire comment l'information circule en ville. Alors quelques petites considérations à ce sujet. Vous avez, et c'est vrai aussi avec l'énergie, ces réseaux-là se superposent. C'est-à-dire qu'en fait, il est rare qu'on démantèle un réseau de communication quand on lui substitue un réseau plus performant. Par exemple, dans la ville, vous avez encore des réseaux pneumatiques, c'est-à-dire des réseaux qui marchaient à air comprimé. Vous savez que cette école, la bibliothèque, c'était une ancienne usine d'air comprimé qui servait notamment à produire de l'air comprimé et notamment qui servait pour faire fonctionner le pneumatique. Vous aviez le telex, vous aviez le fax que vous n'utilisez plus maintenant, le téléphone fixe qui commence à être de plus en plus obsolète. Et finalement, tous ces réseaux, pour la plupart, restent en place. J'ai appris incidemment, alors je ne sais pas si c'est exact, mais un professionnel, je crois que c'était un électricien, m'a expliqué qu'ils avaient, lors du passage de la fibre dans une commune moyenne en France, ils avaient fait l'effort de démanteler tous ces réseaux obsolètes et récupérer les matériaux qui constituaient ces réseaux, notamment le cuivre, et qu'ils avaient récupéré pour 40 millions d'euros de marchandises. Alors là, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais ça m'a frappé. En tout cas, une vraie valeur. Voilà. L'autre conséquence, c'est que la ville est aujourd'hui en permanence en travaux. À chaque fois que vous avez un progrès dans la télécommunication, 3G, 4G, antennes, satellites, machin, vous avez une révolution complète du réseau de distribution et donc de l'infrastructure qui s'y substitue à l'ancien réseau. Alors ça, c'est un fait important parce que finalement, alors on se plaint de la mairie de Paris quand elle fait des travaux à Paris, pour les JO et tout, mais ces travaux sont faits la plupart du temps par des opérateurs privés et la plupart du temps par des opérateurs de télécommunications. Et donc la ville est éventrée en permanence. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudra s'habituer à une ville qui est en travaux en permanence. Voilà. J'allais dire que ça n'était pas le cas du Paris avant Haussmann ou du Paris après la période haussmannienne. Il y a eu quand même la construction du métro. Mais voilà, on a l'impression d'une espèce d'accélération de la matrice urbaine. Si le sujet vous intéresse sur ces questions d'accélération, vous pouvez lire l'excellent ouvrage qui s'appelle, la traduction en français, je crois que ça s'appelle L'accélération du monde, une histoire de genre, de Dartmouth Rosa, qui est un philosophe allemand, et qui a un petit livre très intéressant qui parle de cette accélération du monde. Voilà, tout ça pour dire que, comme je le disais tout à l'heure, tous ces réseaux cohabitent dans la matrice urbaine et qu'il n'est pas impossible qu'à y réfléchir communément ou simultanément, si on veut,
plutôt qu'indépendamment, nous y trouvions des gisements, notamment énergétiques, importants. C'est ce qu'on appelle, alors j'anticipe un petit peu sur le prochain cours qui parlera beaucoup des formes d'énergie, mais ce qui s'appelle l'énergie fatale. Ça, c'est un concept qui est important pour les architectes, extrêmement important pour les architectes, c'est peut-être le concept le plus important. L'énergie fatale, c'est l'énergie que fatalement on perdrait si on ne la réutilisait pas. Ou plutôt, plus scientifique, l'énergie qui se disperserait fatalement, qui se disperserait si on ne la réutiliserait pas. Ou plutôt, qui élèverait le degré d'entropie du système dans lequel on évolue si on y prenait garde, en quelque sorte. On verra le cours prochain ces notions scientifiques qui caractérisent l'énergie. Alors, pourquoi 2 exemples très rapides sur l'intérêt de cette énergie fatale? C'est que vous pouvez revenir à quelque chose qui était historiquement très présent dans la conception architecturale, c'est-à-dire l'échange d'espace à espace ou de lieu à lieu. Je l'ai dit la dernière fois, je crois, la chambre de bébé est chauffée par le local chaudière. Alors ça, c'est au niveau de l'architecture. Et au niveau urbain, comme je l'ai dit, l'énergie, par exemple, l'énergie grise des eaux tièdes collectées avant le traitement pourraient être récupérées, ces thermis-là pourraient être récupérés par le niveau énergétique. Ça veut dire des échanges entre réseaux, entre le réseau d'adduction, le réseau de collecte d'eau et le réseau énergétique. Ce qui commence à se faire, on verra quelques exemples. Ce qui veut dire que finalement, si Smart City il devait exister, je pense que le vrai sens à donner au Smart City serait celui-là. C'est-à-dire une optimisation qui se ferait au sein même de la matrice urbaine, et non pas une optimisation qui se ferait à cause de l'effet rebond, aux dépens du milieu naturel à proximité. Donc la question du nucléaire, la question, ça pose cette façon de voir l'organisation de la ville et via l'énergie permet un point de vue à l'architecte, un point de vue singulier dans le débat écologique par rapport à d'autres, scientifiques qui s'y intéressaient, notamment les gens qui sont vraiment, dont le métier est vraiment de transformer l'énergie, ou d'autres qui sont des gens qui s'intéressent à l'écologie au sens scientifique du terme. L'architecte a un vrai regard à porter, à condition qu'il fasse cet effort que nous faisons en ce moment, de se figurer vraiment les questions énergétiques pour ce qu'elles sont pour lui. Voilà. Donc ça pose immédiatement la question que posait Naomi Klein, c'est la Smart City, est-ce qu'elle devrait s'organiser avec une transformation d'énergie décentralisée et une distribution la plus fine possible, une matrice urbaine la plus fine possible. Chaque fibre devrait aller dans chaque pavillon de banlieue. Ça, c'est l'organisation dite qu'on va appeler centralisée, ce qu'on appelle, par exemple, la centrale de production d'énergie. On en parle déjà dans le beau film de Laurence d'Arabie, où on voit que les tribus arabes se disputent sur la question de savoir qui va maîtriser la centrale de production d'énergie de je ne sais plus quelle ville, Damas, je crois. On voit bien que c'est un point névralgique, déjà au début du XXe siècle. Ou alors un autre modèle sur lequel nous pouvons nous interroger, c'est un modèle décentralisé, atomisé, et qui fonctionnerait peut-être de manière un peu plus solidaire, avec des protocoles qui restent à définir. Alors, cette réflexion est déjà, en marche, mais souvent se fait sans l'apport que l'architecte pourrait avoir. Parce que lui sait, par exemple, comme le sociologue, qu'on économise plus facilement le gaz que l'électricité parce qu'on voit le gaz brûler. Donc il a cette idée de la sociologie de l'architecture. Il sait, comme le scientifique, que les choucas utilisent les anfractuosités d'un mur pour nicher. C'est un savoir qu'il partage avec un botaniste, par exemple. Il sait, comme l'ingénieur énergétique, qu'on optimise les réseaux en ayant des circuits courts, en ayant des circuits avec une énergie transformée, tout ce genre de choses. Il est finalement
quelqu'un qui est capable d'avoir cette transversalité de toutes les questions de l'énergie dans la ville et dans le bâtiment. Et donc, son regard, sa réflexion est extrêmement importante. Pour le moment, il n'est interpellé par les questions d'énergie qu'en tant que prescripteur. C'est-à-dire, monsieur l'architecte, veillez maintenant à ne plus prescrire de chaudière à gaz et à fioul, mais plutôt tel ou tel type de panneaux solaires ou de privilégier le chauffage électrique par rapport au chauffage d'eau chaude, par exemple. Il y a 30 ans, on lui disait exactement l'inverse. Donc on a le sentiment qu'en ayant uniquement cette position de prescripteur, il est ballotté et il n'est pas moteur dans toute cette réflexion. Or, je pense que non seulement il est moteur, mais il est peut-être central dans ces réflexions-là. Ça veut dire pour nous que nous pouvons très bien postuler que l'énergie serait un nouveau paradigme architectural. C'est-à-dire là où, encore récemment, c'est l'espace qui était le paradigme principal de l'architecture moderne, comme je l'ai expliqué tout à l'heure lors des théoriciens, eh bien, ce peut être l'énergie qui est notre nouveau paradigme architectural. Et là encore, les gens qui suivent les cours du CMAE en ont certainement, je pense, l'intuition. Ça veut dire des nouveaux outils, utiliser les outils algorithmiques, bien comprendre les enjeux d'une part, et puis les réponses qu'on peut y apporter d'un point de vue organisationnel et formel, mais aussi, comme je l'ai dit au début du cours, se figurer l'énergie, y apporter des représentations qui permettent à l'ensemble des architectes de s'emparer facilement de cette nouvelle dimension. Exactement comme les architectes l'ont fait. Alberti était un architecte qui a commencé avec la perspective, donc il a changé de point de vue, qui a apporté une représentation de l'espace. Nous, je pense que nous devons apporter une représentation de l'énergie. J'avais dit la dernière fois, un peu sous forme d'anecdote, que Le Corbusier enviait Claude-Nicolas Ledoux quand il constatait que Nicolas Ledoux n'était pas Claude-Nicolas Ledoux n'avait pas, comment dirais-je, l'obligation de s'intéresser à tout ce que Le Corbusier appelait cette tripaille de réseaux dont je viens de parler, c'est-à-dire les réseaux d'eau, les réseaux d'énergie. Vous savez que les villes à Savoie, on lui a beaucoup au début reproché d'être complètement énergivore, d'être très inconfortable. Voilà. La réponse qu'a apportée Le Corbusier est une réponse un peu de designer, c'est-à-dire qu'il a pris des vieux radiateurs en fonte, enfin les radiateurs en fonte qu'il y avait à l'époque. Il a d'ailleurs, j'ai appris qu'il avait laissé le chauffagiste organiser tout ça. Et puis, il a mis parfois en évidence les descentes d'eau avec des poteaux au centre en les capotant. Voilà, c'est la réponse qu'il a apportée. C'est-à-dire, comment gérer une contrainte, comment, de manière un peu palliative, gérer ces questions-là. Pour nous, on ne le fera plus soit de manière masquée, soit de manière palliative, soit je pense qu'il ne faut plus le laisser à des gens dont c'est purement le métier, à savoir par exemple des ingénieurs ou des bureaux d'études, qui viennent être une somme de contraintes pour votre architecture, que vous allez pudiquement cacher sous des placards ou des capotages. Il y a une scène qui m'a beaucoup frappé quand j'avais votre âge, qui peut-être m'a conforté dans la vocation que j'avais d'être un architecte. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, c'est un vieux film, ça m'étonnerait que vous l'ayez vu, mais il s'appelle La Tour Infernale. Qui a vu ce film? Américaine des années 70. Peut-être, ce serait Stephen King qui a écrit ça? Ouais. Et vous l'avez vu, hein, c'est ça? Il y a longtemps, oui. Alors, bon, le pitch, c'est simple. C'est avec Newman et Steve McQueen. Paul Newman et Steve McQueen. Et Steve McQueen est le pompier et Paul Newman est l'architecte. Alors, c'est l'histoire d'une tour à San Francisco, je crois, de grand étage, comme on en construit aujourd'hui de nombreuses, mais à l'époque, c'était quand même moins fréquent, et d'un incendie dans cette tour. Voilà. Et il y a une scène qui m'a beaucoup frappé. L'incendie se passe pendant l'inauguration de la tour, raison pour laquelle l'architecte est invité. En général, l'architecte est invité effectivement à l'inauguration, puis après, il n'y a pas de raison, sauf s'il achetait un appartement, il n'y a pas de raison d'y être. Donc, il est là. Et se déclenche l'incendie, et donc, comme l'architecte est là, il est réquisitionné en cours d'incendie par le pompier pour l'aider dans sa connaissance qu'il a du bâtiment, pour lutter contre l'incendie. Et la scène est la suivante, le chef des pompiers et l'architecte se retrouvent
devant un ascenseur, alors de mémoire qui est bloqué, comme ça. Et pour débloquer l'ascenseur, ou pour interrompre je ne sais quel flux d'énergie ou d'eau, la question de savoir ce sur quoi ils peuvent jouer. Et là, ils ouvrent un placard à côté de l'ascenseur. Et comme c'est une tour, c'est un placard qui est grand comme 3 fois cet écran-là. Et là, vous voyez un nombre de réseaux entrelacés absolument incroyable. Alors c'est peut-être pour des raisons cinématographiques, hein, mais on voit, quand vous ouvrez un ordinateur, c'est plus simple. Hein. Et là, on voit une scène qui, moi, m'a beaucoup frappé, c'est que l'architecte, quand le pompier lui dit quel est le réseau que je dois couper pour stopper, je ne sais pas quel étage, il regarde, il dit c'est celui-là. Vous voyez, c'est le fameux, dans les dessins animés, c'est quel cordon je dois couper. Alors dans le dessin animé, c'est un cordon rouge et un cordon bleu. Alors déjà, c'est un choix sur 2, c'est pas évident. Et puis évidemment, le gag vient de ce qu'on se trompe de réseau. Mais là, il en a 1 million de réseaux. Et il dit, c'est là, c'est celui-là. Ça veut dire que dans ce film, l'architecte est censé avoir en tête tous les réseaux qui innervent un bâtiment qui peut faire 10 000 personnes et qui sait exactement pour quel flux, à quel endroit on doit couper ou ne pas couper le réseau. Je défie aucun architecte aujourd'hui de pouvoir répondre à une question, même pas dans une tour, hein, mais dans un bâtiment comme celui-là, immédiatement de pouvoir l'identifier. Il y a quelques-uns qui doivent pouvoir le faire, mais ce n'est pas toujours facile. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les réseaux, comme je vous l'ai dit, se superposent, ont tendance un petit peu à se ressembler, parce qu'il y a des réglementations incendie qui fait qu'on les carapaçonne. Bon. Voilà. Alors ce qui m'a frappé là-dedans, et ce que je trouve intéressant, c'est que je ne pense pas que l'objectif de notre cours, ça soit de pouvoir distinguer dans les réseaux énergétiques tel ou tel réseau, parmi d'autres réseaux, mais d'avoir une vision suffisamment claire de la question énergétique pour que la vision d'un réseau soit finalement une vision qui reste purement technologique, qui soit une vision secondaire. C'est-à-dire que, je vais essayer de le dire autrement, que l'énergie ne soit pas seulement une contrainte, mais soit un levier pour la conception, et que, que ça amène une architecture assez radicalement, pensée de manière assez radicalement, c'est-à-dire non capotée, et qui ne soit pas uniquement un résidu technologique qui permettrait de faire fonctionner le bâtiment. Il y a eu, alors je voudrais citer quelques exemples pour essayer de se figurer cette question énergétique spécifique à l'espace architectural, quelques exemples dans l'histoire récente qui a eu lieu. Prenez la maison de la Cascade de Frank Lloyd Wright. C'est une maison qui est, à mon sens, qui interpelle sur la question de l'énergie. Pourquoi ? Parce que, justement, c'est au-dessus d'une cascade. Et qu'une cascade, comme tout le monde sait, c'est une source d'énergie potentielle. C'est-à-dire que vous avez un volume qui a une certaine altimétrie, et puis, si vous la faites descendre rapidement d'une certaine hauteur h, vous avez là potentiellement un certain nombre d'énergie. Mais aussi, c'est une maison qui est éclairée principalement de manière naturelle. Il y a très peu, pour moi, pour l'avoir visité, il y a très peu d'éclairage électrique. C'est une maison où il ne doit pas y avoir un morceau de plastique. Donc, c'est que des matériaux très peu transformés. De nombreux matériaux aussi très proches. Ce qui veut dire que le bilan carbone de cette maison, qui n'a pas du tout été conçue, a priori, pour des raisons, j'allais dire, directement écologiques et encore moins énergétiques, est dans son esthétique, j'allais dire même dans sa beauté, un chef-d'œuvre du XXe siècle, si on se place d'un point de vue énergétique. Je vais donner un autre exemple. Je ne sais pas si vous le connaissez, celui-là. C'est de Werner Sobeck, avec la villa R128. Alors, malheureusement, je n'ai pas d'image là. Je les amènerai la prochaine fois. Figurez-vous un cube en verre dans la banlieue de Stuttgart. Alors, vous dites un cube en verre, alors là, c'est une déperdition énergétique pas possible. Aujourd'hui, on nous explique que l'architecture, pour qu'elle ait une vertu énergétique, il faut qu'elle soit avec des murs très épais, et puis des toutes petites fenêtres, et donc très peu de lumière naturelle, du coup, on allume. Eh bien, là, c'est le contraire. Mais il a corrélé la distribution, notamment de chauffage et de réseaux d'eau, à sa structure. C'est-à-dire, sa structure abrite également les réseaux d'adduction et d'énergie. Un peu comme la manière de Beaubourg, mais avec des réseaux différents. Et j'ai trouvé que c'était là aussi une piste intéressante
non pas d'optimisation, mais de corrélation entre la question énergétique et la question de la structure, par exemple. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Cette maison s'appelle, si vous regardez sur Internet, s'appelle R128 de Werner Sobeck, S-O-B-E-K. Alors, un autre exemple, là je pense que vous connaissez, les maisons de Glen Murcutt. Alors, les maisons de Glen Murcutt en Australie sont des maisons qui, a priori, n'interpellent pas directement la question de l'énergie, mais dans les postulats qui la construisent, comme je l'ai dit, l'architecture n'existe que par la définition qu'elle se donne d'elle-même. Les maisons de Glen Murcutt illustrent très bien cette définition-là. Elle est présentée comme un des chefs-d'œuvre de l'architecture bioclimatique, c'est-à-dire ventilée naturellement. Oui. Comment s'écrit? Alors, c'est Glen Murcutt. Glen, c'est G-L-E, Glen, 2 N, et Murcutt, c'est M-U-R-C-U-2-T. Je pensais que tout le monde le connaissait. Et donc, c'est une maison qui est présentée comme un des chefs-d'œuvre du début du XXIe siècle d'un point de vue bioclimatique. Et comme je vous le disais la dernière fois, l'énergie est constitutive de cette approche bioclimatique. Je ne rentre pas dans les détails, mais là, c'est l'espace même qui est interrogé par le biais de l'énergie. Non pas la structure, comme on l'avait dit pour Sobeck, mais l'espace même. C'est-à-dire que tout son espace est dessiné pour habiter un lieu a priori pas facile à habiter, c'est-à-dire avec des températures très extrêmes en été, tout en respectant la biodiversité, tout en ayant une dépense énergétique quasi ridicule. Parce que la maison n'est pas chauffée, elle est refroidie par ventilation naturelle, et donc il doit rester un peu d'éclairage, et encore, l'éclairage naturel dans la journée doit être, à mon avis, à l'optimum. Voilà une autre approche indirecte de non seulement la question de l'énergie et l'architecture, mais comment l'énergie peut être cette grandeur cardinale de l'énergie. Que l'énergie peut être la grandeur cardinale de l'architecture. Nous allons essayer au cours de ce cours d'aller beaucoup plus loin et de théoriser cette approche pour justement ne pas compter sur des prouesses ou des chefs-d'œuvre à chaque bâtiment pour résoudre ça, mais justement, constituer des matrices urbaines qui sont de nature à relever nos enjeux comme nous en avons parlé. Alors, un autre architecte qui est intéressant, quoique indirect, mais sur lequel il est intéressant de se pencher, c'est Alberto Campo Baeza. Je pense que vous devez connaître parce c'est une des références les plus appréciées des architectes. Alberto, Campo, Campo, et Baeza, B-A-E-Z-A. Alors lui, mais alors vraiment d'un point de vue artistique, c'est vraiment quelqu'un dont l'architecture saute aux yeux immédiatement. Il va corréler la gravité et l'espace et le temps et la lumière. C'est-à-dire qu'il a un discours sur l'espace construit par la gravité, c'est-à-dire la pesanteur de l'espace, la gravité des matériaux, toute une construction autour des matériaux, la sensation de légèreté ou de poids, et le temps par la lumière. Par exemple, le parcours du soleil au sein de la maison donne une idée du temps. Bon, là-dessus, rien de très nouveau, si je puis dire, mais d'une part, il en a fait vraiment le cœur de son dispositif architectural, et d'autre part, il a théorisé, et c'est là où ça va nous intéresser, il a théorisé ces liens qu'il y a entre gravité, qui est une énergie, donc énergie et espace, et entre le temps et la lumière est aussi une énergie, en tout cas une nécessité énergétique. Et voilà, et ça donne des bâtiments, des maisons notamment, tout à fait interpellantes d'un point de vue architectural. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va nous aider à donner une matérialité à l'énergie. C'est-à-dire que c'est tellement parlant qu'on a vraiment le sentiment, en tout cas en l'écoutant et en regardant ces maisons, on a vraiment le sentiment d'une très grande cohérence, d'être vraiment à la croisée des chemins. C'est-à-dire comme si son architecture était à la croisée des chemins, mais ce n'est pas une métaphore, la croisée des chemins. Il est vraiment à la croisée des chemins.
C'est-à-dire qu'il est à la croisée de la gravité, qui est une énergie verticale, et de cette horizontalité qui est donnée par un certain nombre d'autres énergies, et notamment la projection du Soleil au sol, par exemple. Voilà. Il est vraiment à la croisée des chemins, et toute son architecture est vraiment, c'est un rendez-vous en fait orthonormé. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans les repères orthonormés. Et là aussi, ça se voit assez bien. Et ça donne une image, en tout cas un repère qu'on peut avoir dans la recherche que nous allons avoir de cette dimension énergétique de l'architecture moderne. Il y a, je dirais aussi, pour tous ces exemples-là, peut-être surtout pour Baeza, cette dimension du mystère. C'est-à-dire que nous sommes partis sur le fait que les architectes aient du mal à s'emparer de cette question parce qu'ils ne la voyaient pas. Donc le mystère, mais je vais dire l'ignorance plutôt que le mystère. Et donc, si nous ne nous trompons pas complètement dans notre démarche, d'arriver au mystère, mais le mystère au sens de cette dimension poétique que pourrait avoir une approche énergétique des questions, enfin une approche architecturale des questions énergétiques. Voilà, c'est-à-dire que l'énergie ne soit pas ce que Georges Bataille appelait la part maudite. Vous savez, Georges Bataille, c'est un philosophe français qui a dit dans tout système humain, il y a une part maudite. L'exemple le plus frappant, une part maudite. C'est-à-dire une part P-A-R-T, comme une part de gâteau, et maudite, ça veut dire mauvaise, enfin maudite qui est, oui, mauvaise, on peut traduire comme ça, synonyme. La part maudite, c'est par exemple, l'exemple le plus évident, c'est les paradis offshore, qui sont la part maudite de l'économie mondiale. C'est-à-dire vous pouvez faire tout ce que vous voulez en termes de vertu pour améliorer l'ultralibéralisme ou le capitalisme ou le système économique pour ne même pas avoir de point de vue de ce point de vue-là, vous aurez toujours la nécessité d'avoir cette part maudite pour que ce système fonctionne. Voilà. C'est juste la question de savoir qu'est-ce qu'on accepte de cette part maudite. Et notamment, Georges Bataille a étendu aussi cette approche à, j'allais dire, à une organisation humaine. C'est-à-dire, il est nécessaire d'avoir un degré de désordre pour qu'un système puisse marcher. Voilà. En physique aussi, on verra en thermodynamique avec l'entropie, la nécessité finalement, enfin, l'existence inhérente de l'entropie à tout système physique. Et donc, c'est cette part maudite que nous interrogerons aussi pour aller jusqu'au bout dans notre approche de la question énergétique en architecture. C'est-à-dire, finalement, à vouloir être vertueux, sur quel paradoxe nous allons tomber, sur quelle contradiction nous allons tomber dans nos recherches. Voilà, nous verrons aussi, pour conclure, que, en généralisant un peu, nous allons mieux nous rendre compte que l'énergie est un indicateur écologique. C'est-à-dire le volume, enfin le volume d'énergie que vous utilisez, le type d'énergie que vous allez utiliser et la façon de l'utiliser va former un indicateur écologique. Alors le volume, alors je vais donner un exemple. Comparons deux civilisations, l'une qui va utiliser un volume très important d'énergie, c'est-à-dire de manière exponentielle, globalement nos sociétés, des énergies qui ont un ROA, c'est-à-dire une énergie grise très importante, c'est-à-dire il est de plus en plus coûteux d'utiliser ces grands volumes d'énergie, plutôt que de dire renouvelable par renouvelable. Et puis pour des usages, on le voit en ce moment, guerriers ou autres. Si vous comparez cette civilisation à une civilisation qui utiliserait peu d'énergie, là je renvoie à un philosophe ou un scientifique, j'ai plus un philosophe russe qui s'appelle Ivan Illich, qui a écrit un très beau texte à ce sujet, Ivan comme Ivan, Illich, I-2-L-I-T-H. Il a écrit un texte assez court mais très interpellant sur l'usage donc de cette énergie. Donc peu d'énergie, une énergie qui soit une énergie qui en nécessite peu pour être transformée, ou qui dégrade peu l'environnement, et à des usages d'éducation ou de santé, vous sentez bien que ces deux civilisations sont très différentes. Et notamment,
en termes d'indicateurs écologiques. Mais la question, c'est comment ces deux types de civilisations vont cohabiter entre elles. Est-ce que l'une sera la part maudite de l'autre et laquelle sera la part maudite? C'est là aussi cette dialectique que nous allons interroger à notre échelle, essentiellement celle de l'architecture. Quels sont les enseignements que nous pourrons tirer aussi de notre cours? J'en ai fini. Avez-vous des questions? Oui. Je ne compris pas très bien la raison puisque vous trouvez qu'Alberto Campo Baeza fait des projets qui sont pensés à un niveau écologique aussi. Parce que cette année, j'ai regardé les projets de Campo Baeza et j'ai pensé qu'ils sont bons à niveau structurel, des sculptures, mais jamais j'ai pensé qu'ils sont bons. Alors, je n'ai pas dit que Alberto Campo Baeza était un architecture a priori préoccupé d'écologie, sauf peut-être dans le fait qu'il utilise assez majoritairement des matériaux naturels. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je pense que son architecture pouvait être analysée d'un point de vue de l'énergie, et notamment quand il corrèle la gravité, qui est une énergie, avec l'espace, et quand il corrèle la lumière, qui est aussi une énergie, avec le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, ce que nous cherchons, c'est à nous figurer la question de l'énergie en tant qu'architecte pour pouvoir la travailler et apporter peut-être notre propre réponse. Et nous pouvons nous servir d'un certain nombre d'œuvres qui, comme je l'ai dit, n'interrogent pas directement la question de l'énergie, mais sur lesquelles nous pouvons nous appuyer en tant que repère. J'ai parlé de Frank Lloyd Wright avec l'énergie de la cascade et la lumière naturelle et les matériaux naturels. J'ai parlé de Sobek avec la corrélation entre la structure et l'énergie, hein, c'est le même dispositif, et Campo Baeza avec cette image qui est restituée par son architecture d'un certain nombre d'énergies, notamment la gravité et la lumière. Vous voyez? Non, j'ai compris, ça a changé de perspective. Voilà. Exactement. Voilà. J'ai répondu à votre question. Mm-hmm. Très bien.